Bonsoir, merci de nous rejoindre comme chaque mercredi soir sur le plateau du débrief pour revoir avec vous et nos invités les points de l'actualité nationale et internationale de la semaine. Et ce soir, on commence avec l'avant-texte du rapport du nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur le Sahara. Ce texte a été rendu public ce lundi, soit 2 semaines avant le vote pour la prolongation du mandat de la MINURSO au Sahara. Ce texte présente de nombreux points novateurs, des éléments d'appréciation novateurs et plutôt positifs pour le Maroc. Nous verrons dans la première partie pourquoi. Et puis ensuite, en actualité internationale, nous irons en Égypte. Nous reviendrons sur ce double attentat qui a visé la communauté copte en Égypte pour comprendre ses conséquences. Et pour nous aider à décrypter ces 2 points de l'actualité, cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Rachid Benlebbah. Vous êtes professeur-chercheur à l'Institut des études africaines. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Face à vous, Naïm Kamel, directeur de publication de Quick.ma. Merci Naïm d'être à nouveau avec nous ce soir. Merci à vous. Et enfin, le professeur Mostafa Rezrazi, vous êtes expert en relations internationales et en études stratégiques. Merci également d'être avec nous. Alors, je vous le disais, cet avant-texte du rapport du secrétaire général de l'ONU a été présenté ce lundi. La première question que j'ai envie de vous poser, messieurs, c'est est-ce que ce rapport porte déjà la marque ou la patte du nouveau secrétaire général? Est-ce que l'apport de Christopher Ross, l'ancien envoyé spécial qui maintenant a démissionné, a été minoré dans ce rapport? Est-ce qu'on le sent? Incontestablement. C'est-à-dire que c'est un rapport qui est, on va dire, à équidistance des parties prenantes dans l'affaire, qui essaye de développer non seulement, et c'est dans le texte du rapport, une nouvelle dynamique, une nouvelle approche, mais il précise un nouvel esprit. Ce qui est une façon de dire qu'il faut créer une nouvelle ambiance qui serait différente de celle antagonisante qu'avait créée auparavant Christopher Ross et avec lui Ban Ki-moon et une certaine partie de l'administration onusienne. Donc ouvrir une nouvelle page. Ouvrir une nouvelle page et imaginer, et être plus imaginatif, plus créatif, plus positif et plus neutre. Professeur Rezrazi, vous partagez cette analyse sur le fait que ce rapport marque une certaine rupture avec les précédents? Oui, même dans la forme, parce que c'est un rapport qui vient court. Cela veut dire, de point de vue onusien même, dans la norme onusienne, c'est un rapport exécutif qui ne dépasse pas 19 pages. C'est la norme d'un conflit moyen, qui n'est pas un high-scale conflit. 2, c'est au niveau de la sémantique aussi. C'est un rapport qui est très équilibré, et comme Naïm a mentionné, qui prend une certaine distance des 2 parties, même au niveau des connotations, contrairement au dernier rapport de 2016. Sur un autre plan, c'est un rapport qui prend en considération la donne géopolitique, parce qu'il a insisté, il a mentionné dans plusieurs paragraphes la donne économique, la donne sécuritaire et justement la stabilité régionale. Et ça, c'est très nouveau dans le rapport, sauf que le rapport, bien sûr, il vient pour satisfaire justement les changements qui ont accompagné l'arrivée du nouveau secrétaire général. C'est la mort de l'ancien président de la RAST, la pseudo-RAST et le Polisario, le retour du Maroc dans l'Union africaine, la démission de Christopher Ross. Donc beaucoup d'événements justement qui exigent que le secrétaire général il donne une nouvelle impulsion justement au dossier pour qu'il puisse justement aller vers une solution politique négociable, mutuellement acceptable. Et justement, ce sont les termes de cette nouvelle approche du nouveau secrétaire général. Alors, pour finir ce tour de table, Rachid Benlebbah, votre avis également sur le ton général de ce rapport? Écoutez, il y a certainement une identité. Il faut savoir que Antonio Guterres, il a une certaine expérience du temps où il était au commissariat aux réfugiés. Donc, il connaît relativement le conflit, le dossier. Mais ce qui est important, moi j'ai l'impression que d'abord il se donne du temps. Il est au départ d'un mandat. Du coup, on voit qu'il se donne un peu de temps.
il essaye de régler certaines choses fondamentales au niveau du développement de la nouvelle approche. Il y a aussi, à mon sens, la volonté de mettre en place une sorte de feuille de route pour le prochain envoyé. De lui donner les grandes indications. Exactement. Et ça, c'est important. Ça, c'est important pour pouvoir répondre à la demande des parties prenantes. Je crois qu'il faut prendre ce rapport comme une feuille de route pour le prochain émissaire. Et je terminerai sur le fait que il y a, en le lisant, il est contenu dans 93 paragraphes. La version, elle est en anglais, il n'y a pas encore de version en français. Mais l'important, c'est de savoir que il est très réaliste, il est très pragmatique. Et quand on dit équilibré, c'est aussi dans la façon de procéder en matière d'éléments de langage. Mais l'important, c'est de savoir que il y a une approche au niveau conceptuel, une démarche au niveau du cadre conceptuel que j'ai trouvé très intéressante, au moins à 2 niveaux. D'abord, le fait d'éviter certains termes, comme celui des territoires non autonomes, comme celui de référendum. Oui, il y a un vocabulaire qui a été éliminé de ce rapport. Ou de jouer sur la question de l'introduction du mécanisme des droits de l'homme. Et l'important, c'est de revenir au plan de 2007, 2006-2007, qui est extrêmement important. On va y revenir dans un instant. Moi, j'ai découvert une certaine innovation en introduisant, par exemple, le terme de population autochtone. Moi, je trouve que ça ouvre un débat sur ce que veut dire autochtonie, ce que veut dire peuple, ce que voudrait dire référendum. Est-ce qu'il y a un lien entre référendum et autodétermination? Je crois que c'est un rapport très intéressant, enrichissant, mais je pars au moins de 3 éléments. Il se donne du temps, il met en place une sorte de feuille de route, et il y a la volonté de revenir au cadre d'après 2006. Oui, de 2006-2007. Alors, on va y revenir dans un instant. Alors, on va aborder maintenant les principaux points qui ont été soulignés dans ce rapport. Le premier, il y a un large développement qui est consacré, c'est la question des tensions observées sur le terrain et notamment dans la zone de Guelgueret. Ce rapport se dit satisfait très clairement du retrait unilatéral décidé par le Maroc récemment, mais en revanche, il exhorte de façon très ferme le Front Polisario. Alors, juste pour le citer, voilà, c'est le paragraphe 88 de ce rapport. Antonio Guterres y demande au Conseil de sécurité d'exhorter le Front Polisario à se retirer complètement et inconditionnellement de la zone de Guelgueret. Alors, c'était important de souligner aussi dans ce rapport cet événement récent concernant cette zone tampon. C'est important parce que jusque-là, on avait voulu faire croire que c'était le Maroc qui avait violé l'accord numéro 1 du cessez-le-feu et que c'est l'intervention de la gendarmerie et des douanes marocains et l'asphaltage du terrain qui avait provoqué la situation. Or, aujourd'hui, le Maroc a répondu favorablement à la sollicitation ou à la demande du nouveau secrétaire général. Il s'est retiré. Il a complété la composante civile de la MINURSO et qu'aujourd'hui, la partie qui est en porte-à-faux avec les Nations Unies, c'est le Polisario, qui est nommément indiqué, qu'il fait beaucoup d'agitation dans les lieux, qu'il harcèle les camionneurs marocains et qu'il faudrait revenir à une certaine stabilité dans cette région. Mais moi, ce que je dirais, pour terminer un peu ce que disait tout à l'heure Rachid, sur la définition population autochtone, peuple, définition du rapport et définition de ce que c'est un référendum. Parce qu'on le sait, on ne va jamais à un référendum comme si on va à des élections législatives, c'est-à-dire qu'est-ce qui va donner ce que vont dans les zones, il va sortir. On est dans des situations géopolitiques, avec des rapports de force géopolitiques, avec beaucoup d'interférences, beaucoup de parties prenantes, et pas seulement ceux qu'on veut désigner, le Maroc et le Polisario, mais également, et d'ailleurs il le dit dans le texte, l'Algérie, la Mauritanie, et derrière l'Algérie, la Mauritanie, et bien beaucoup plus d'autres intérêts. Alors,
Ce qui a attiré mon attention dans le texte, et je crois que je l'ai trouvé... Je ne veux pas qu'on aille trop vite. Je voudrais qu'on finisse d'abord sur cette question du retrait de la zone tampon et ensuite on continue sur le reste, si vous le voulez bien. C'est juste pour dire qu'il veut incluant un accord sur la nature et la forme de l'exercice de l'autodétermination. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un référendum d'autodétermination devant conduire à l'indépendance, etc. Vous avez pris de l'avance. Je me permets vraiment de vous interrompre parce qu'on va y revenir. J'ai noté les points principaux. Je voulais qu'on commence avec la zone de Guelgueret parce qu'il y a une mention aussi importante dans ce rapport. C'est celle qui concerne cet accord militaire, la partie 1, sur les clauses du cessez-le-feu de 1991. Alors, je cite encore une fois les propos d'Antonio Guterres dans ce rapport. Des questions se posent quant à l'accord de cessez-le-feu et à l'accord militaire numéro 1 qui ne concerne que les forces militaires des deux parties et ne contient aucune provision aux activités civiles. Alors, est-ce que cette mention de cet accord militaire dans le rapport peut pousser le Conseil de sécurité à inviter les parties à se mettre d'accord sur les clauses de ce cessez-le-feu et du coup obtenir le retrait obligatoire du Polisario de cette zone tampon? Guterres invite à ça. Il invite à ce que les parties viennent redéfinir ce que c'est une force militaire. Et là, on est dans une zone d'ambiguïté, c'est une zone grise. Parce qu'il précise qu'il ne suffit pas d'habiller un militaire, et là, moi je ne sais pas à qui il fait illusion, en gendarme ou en policier, pour qu'il soit effectivement gendarme et policier. Et là, je crois qu'il va falloir... Mais ça peut ouvrir la voie à quelque chose de très important, c'est-à-dire à la redéfinition de ce que c'est une zone tampon. Aujourd'hui, la zone tampon, il n'y a pas que Guelgueret. Il y a également Bir el-Helou, il y a tout ce qui est mitoyen avec Tindouf, où le Polisario circule, fait des incursions. Il installe même des postes frontières. Il tient ses congrès au mépris de l'accord du cessez-le-feu. Si on ouvre cette voie, c'est très bien. On va y aller également pour définir ce que c'est les zones tampons et comment doivent être ces zones tampons. Professeur Razarazi, sur l'allusion dans ce rapport à cet accord militaire, vous pensez aussi que c'est une manière d'inviter les parties à renégocier des termes clairs? Tout d'abord, il faut juste clarifier que l'accord militaire numéro 1 n'est pas un accord qui est fait entre les deux parties. C'est un accord fait entre le Polisario et les Nations Unies et entre le Maroc et les Nations Unies. Ce n'est pas un accord entre le Maroc et le Polisario. Mais justement, depuis 1991, surtout le Maroc, il a remarqué qu'il y a beaucoup de failles dans cet accord qu'il faut revoir, qu'il faut réviser. Alors cette volonté exprimée par le secrétaire général de le voir, cette possibilité, c'est importante parce que le nombre d'incidents, le nombre de provocations de mouvements séparatistes, il est devenu accéléré et il touche non pas au conflit, mais il est élargi à créer justement des tensions d'ordre sécuritaire qui peuvent affecter toute la zone. Et déstabiliser la région. En deuxième lieu, je crois que le secrétaire général, il était clair et il était très systémique dans l'approche, comment il a justement traité cette question. Tout d'abord, il a décrit les faits, il a décrit l'argumentaire de chaque partie, et puis il a fait appel au Polisario de se retirer de manière inconditionnelle. Bien sûr, ça sur le plan factuel. Sur le plan moyen terme stratégique, et le monsieur, justement, il a travaillé à l'HCR, il connaît cet élément d'ordre humanitaire et il est très impliqué dans la gestion, vu la proximité aussi, du fait que Guterres, elle est de la Méditerranée, justement, il est connaisseur des défis. Alors, il a justement exprimé cette volonté. Comme c'était mentionné, c'est la première fois que
le secrétaire général, il dépasse cette impasse de la lecture de l'autodétermination, la lecture conventionnelle du droit international, et il ouvre justement à une nouvelle interprétation. Et il donne une chance à toutes les efforts faits par le Maroc depuis 2007 par justement la proposition du projet de l'autonomie élargie. Rachid Benlebah, vous vouliez ajouter un mot sur l'accord militaire avant qu'on passe justement oui, tout à à fait. l'autodétermination? En fait, l'accord de cessez-le-feu est coercitif. Ça, c'est clair. Et on voit que en fait, la première section du rapport, où en fait, l'ossature fondamentale de tout le rapport repose sur une description détaillée des faits du 14 août jusqu'au 25 février. Donc, et bien sûr, on mentionne aussi bien la bonne volonté affichée par le Maroc et le retrait unilatéral, l'argumentaire marocain et l'argumentaire du Front Polisario. Et on comprend qu'en fait, il y avait derrière l'idée, peut-être après coup, l'intervention du Front Polisario dans la zone de Guerguerat et donc dans la zone tampon. Avec le temps, ils ont développé une nouvelle approche qui était assez particulière. C'est en fait, il y avait, comme on voit, même c'est dit aussi dans le rapport, il y avait une présence de ce qu'ils appellent eux, la gendarmerie nationale, mais derrière, il y avait une présence militaire. Et en fait, dans plusieurs zones sur 2 kilomètres, ils ont installé des baraquements en sec, en construction sec, et avec des toitures, et avec des drapeaux. Et en fait, il y avait quelque part la volonté d'une installation. Une installation peut-être civile. Et c'est pour ça que la dernière fois, moi, j'avais parlé de déplacement des camps vers ce qu'ils appellent, eux, les zones libérales, alors que ce sont des zones tampons. Alors, ça je crois que ça, c'est l'un des éléments les plus importants sur lesquels M. Antonio Guterres est intervenu pour marquer sa déception vis-à-vis du Front Polisario de ne pas vouloir se retirer sur son appel. Je crois que ça, c'est un élément important à mentionner. Alors, au niveau de l'accord militaire numéro 1, qui est la base de l'accord de cessez-le-feu, alors, oui, il y a l'idée de vouloir pousser vers une nouvelle réflexion, peut-être réformer ce point-là, mais il n'est pas contenu encore dans les recommandations. Alors, pour revenir sur l'inconditionnalité du retrait, c'est-à-dire le retrait du Polisario de la zone de Guerguerat, inconditionnel, parce que depuis le déclenchement de la tension dans cette zone, le Polisario a voulu utiliser cette tension comme une plateforme pour dire, bon, non, le problème, il faut le poser dans sa globalité. Ce n'est pas le problème de la zone tampon, mais c'est le problème du retour aux résolutions des Nations Unies des années 90 et des années 80 pour dire, réaliser le référendum d'autodétermination devant conduire le peuple sahraoui à l'indépendance. Or, en appelant le Conseil de sécurité à exiger du Polisario de faire un retrait inconditionnel, Guterres, au fait, ferme la porte à cette possibilité. Et il ne faut pas oublier, juste parce que c'est important quand même de mentionner, deux éléments au niveau de l'argumentation du Front Polisario. C'est qu'il considère qu'il y a eu une violation du cessez-le-feu de 91, ce qui ne l'engage plus à le respecter. Et donc peut, d'après cette argumentation, ouvrir à un retour à la violence armée. Et en même temps, il dit que finalement, avant le cessez-le-feu, il n'y avait aucune activité civile dans la région reliant à la Mauritanie. Alors, moi, je trouve finalement que c'est une argumentation un peu opportuniste, parce que dans la réalité des choses, beaucoup dans les milieux du Front Polisario, sur plus d'une trentaine d'années, ils ont gagné beaucoup d'argent, ils n'ont jamais réclamé à ce niveau-là une présence voie civile. de contrebande et de trafic.
Alors, et en plus, ils n'ont jamais réclamé la cessation. La cessation, oui. Alors, on passe maintenant au vocabulaire concernant la sortie de crise. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Alors, je vais vous lire le paragraphe 81 de ce rapport d'Antonio Guterres. Voici ce qu'il y dit. Au fil des ans, le Conseil a fourni l'orientation que les négociations doivent avoir lieu sans conditions préalables, de bonne foi, compte tenu des efforts déployés depuis 2006 et des développements ultérieurs et du travail avec réalisme et esprit de compromis. Alors, ce vocabulaire qui reprend le réalisme introduit par Peter Van Zoom, et puis qui fait fi du vocabulaire comme référendum ou territoire non autonome, c'est aussi un signe très fort dans ce rapport, Naïm Kamel. Sans doute. D'abord parce que le compromis, le Maroc l'a déjà fait plusieurs fois. La proposition d'autonomie, ça a été déjà une avancée vers ce compromis. Et que le Polisario, et pour dire les choses et les nommer, en les appelant un chat, que l'Algérie a toujours rejeté. Ils sont restés sur les positions de 76, 77, 78. Ils n'ont jamais varié. Le Maroc a fait un pas vers le compromis. Or, jusqu'à maintenant, on a constaté qu'en dehors de Walsum, Ross a voulu tout déchiqueter d'un seul coup. Et qu'on a voulu revenir à un esprit antérieur. Guterres, ce qu'il fait maintenant, c'est de rétablir le processus dans la dynamique qui a été instauré depuis 2006. Depuis 2006 et créé d'abord par la proposition marocaine, le premier à répondre d'autonomie, qui avait donné lieu au plan Becker 1, au plan qu'avait refusé l'Algérie, sachant que l'Algérie à l'époque avait fait la proposition pour contrecarrer le plan Becker 1, une proposition incongrue qui disait on accepte qu'il y ait une solution de partage du Sahara entre le Maroc et le Polisario. Le Maroc prend la moitié du Sahara. L'Algérie, le Polisario, parce que dans sa tête, dans son arrière-pensée, c'est la percée vers l'Atlantique qui l'intéresse toujours, crée son État sur une partie du Sahara. Et ça, c'est un bon compromis. Or, il a été contre-productif, d'abord parce que les gens se sont rendus compte que cette litanie sur l'autodétermination, la création d'un État indépendant, la volonté d'un peuple est vraiment un faux fuyant. Ensuite, les populations elles-mêmes, le Polisario lui-même a commencé à douter. Et donc, l'Algérie a dû faire marche arrière. Or, aujourd'hui, on est dans cette dynamique créée par essentiellement l'acceptation du Maroc d'avancer un plan d'autonomie élargie. Professeur Rezazi, est-ce que c'est ce vocabulaire employé... Oui, Naïm Kamel. J'ai une chose, c'est ce qu'il implique l'Algérie et la Mauritanie de façon... Jusqu'à maintenant, ils sont des membres observateurs. Ils viennent, ils assistent, ils suivent. Mais là, ils leur demandent... C'est la première fois. Il dit clairement l'Algérie et la Mauritanie peuvent et doivent fournir une importante contribution à ce processus. Ça a été déjà dit. Ça a été déjà dit, pas dans les rapports, pas dans les résolutions. Mais à un moment donné, les puissances du Conseil de sécurité avaient commencé à dire, écoutez, il faut discuter avec l'Algérie et le Maroc. Il faut que, si l'Algérie continue à bloquer, il n'y aura rien. L'Algérie est montée sur ses chevaux et donc on a oublié le dossier et on est revenu à la démarche rossienne. Alors, professeur Rezazi, sur ce vocabulaire employé par Antonio Guterres dans ce rapport, est-ce qu'il laisse effectivement plus d'imagination pour trouver cette solution mutuellement acceptable? Est-ce que c'est aussi là une rupture? Oui, sûrement. Pour moi, ce qui est nouveau, c'est cette construction sémantique claire, conforme à la légalité internationale, parce qu'il n'adopte pas, comme on a vu dans les deux derniers rapports, 2015-2016, des connotations qui ne relèvent pas du droit international, ni du langage du Conseil de sécurité, tel que peuple, tel que des connotations qui renvoient justement à un langage inapproprié pour un médiateur. Alors, pour ce nouveau projet de rapport, on n'est pas sûr justement... Oui, on rappelle que c'est l'avant-texte du rapport. C'est un projet c'est un draft. Alors, on trouve justement cette prudence du secrétaire général en termes de langage et de sémantique. Puis, ce courage de traiter ou d'ouvrir de nouvelles pistes
pour une solution politique, mais qui s'appuie sur une nouvelle lecture du droit international de manière qu'elle puisse faire avancer les négociations dont il fait appel. Trois, c'est un rapport qui est équilibré dans le sens où il a donné quand même une partie à un problème majeur actuel, factuel, qui est le problème de Guerguerat, puis à un problème qui concerne sa propre communauté, qui est la Minurso, et puis il a consacré un paragraphe pour le retour du Maroc à l'Union africaine. Alors on trouve, mais sans tomber dans les détails pédagogiques dont souffrent les rapports de M. Ban Ki-moon. Rachid Benlebach, je vais vous donner la parole juste après la pause parce qu'il est temps de marquer une courte page pub. On se retrouve tout de suite après. Nous sommes de retour sur le plateau du débrief. Merci d'être resté avec nous. Juste avant la pause, Rachid Benlebach, vous voulez aussi compléter sur ce nouveau vocabulaire, cette nouvelle sémantique instaurée dans ce rapport de Antonio Guterres. Certainement, mais je veux juste dire qu'en fait, dans le rapport, on a l'impression qu'il interagit avec les parties concernées et c'est comme une sorte une façon de voir comment les différentes parties vont réagir par rapport à ce rapport. Est-ce qu'il y aura des modifications plus tard ou pas? Mais l'important, c'est qu'il dessine une urgence. L'urgence, c'est en finir avec la crise de Guerguerat et en même temps le retour complet de la fonctionnalité de la Minurso. Et bien sûr, moi, ce que j'ai remarqué, surtout à ce niveau-là, c'est dans son approche méthodologique. Il y a une rupture certaine avec l'approche de Christopher Ross qui a privilégié et de Ban Ki-moon, mais je parle de l'émissaire, mais l'important, c'est Christopher Ross qui avait privilégié une approche informelle, donc non pas des rencontres directes, mais une approche informelle, alors que Antonio Guterres revient il veut relancer le processus de négociation sur des bases de rencontres directes et il a parlé du 5e round. Alors, au niveau du vocabulaire, certainement que c'est un vocabulaire frais, riche, et en même temps, il répond aussi à la logique des Nations Unies. Ça, c'est très important. Alors, tout à l'heure, j'avais évoqué la question, par exemple, au niveau conceptuel, de tout ce qui est relatif à la notion de peuple, à la notion d'autodétermination, de référendum. Il ouvre une porte pour une réflexion à ce niveau-là qui pourrait ouvrir ou offrir un nouveau cadre pour de nouvelles négociations sur des bases réalistes. Alors, autre point important, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le monitoring des droits de l'homme au Sahara. Alors, le Maroc a obtenu gain de cause puisque Guterres n'a pas requis que le mandat de la Minurso soit étendu à la question des droits de l'homme, mais il a demandé un monitoring indépendant, impartial et exhaustif pour le citer. Sur ce plan du monitoring des droits de l'homme, ce rapport est aussi plutôt à l'avantage du Maroc? Il est équilibré, c'est-à-dire il demande autant au Maroc qu'au Polisario et à l'Algérie en conséquence, parce qu'il nomme les camps de Tindouf, il nomme les camps de Tindouf d'accepter une observation des droits de l'homme. Mais il ne prévoit aucun dispositif contraignant. Il ne prévoit aucun dispositif, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la logique de l'extension. D'ailleurs, je ne crois pas que même les rapports du Ban Ki-moon aient été dans ce sens. Ça, c'est un problème. Et c'est là où je dis qu'il faut un peu se méfier. Bon, le rapport, il est là. Il faut attendre les résolutions. Alors c'est là où on va essayer de jouer toutes les parties intéressées ou concernées de façon directe ou indirecte à ce conflit. Donc, mais pour l'instant, le rapport est équilibré, il est neutre. Il faut se méfier de la résolution. Pour ce qui est des organismes, le Maroc, dès qu'il y a un organisme de droits de l'homme qui vient, qui travaille avec équité, avec objectivité,
il pénètre dans les territoires du Sahara, ce n'est pas un problème. C'est quand il voit une partialité quelque part qu'il exige un départ. Et on voit que la plupart de certaines ONG sont financées, sont alimentées par tous ceux qui sont adversaires à cette cause. Mais l'une des raisons à laquelle aussi le Maroc était un peu intransigeant sur certains points, c'est que personne, aucune organisation de droits de l'homme, aucune instance d'observation des droits de l'homme n'avait le droit d'aller à Tindouf, ne pouvait entrer à Tindouf. L'Algérie opposait son veto et le Polisario dit « Nous, on n'y peut rien tant que… » Et c'était un subterfuge qui passait mal. Professeur Razrazi, votre analyse sur cette question du monitoring des droits de l'homme? Oui, alors justement, le projet de rapport, il fait appel justement à un monitoring indépendant, comme vous avez mentionné, dans les deux zones, dans les provinces du Sud, soit disant les territoires contestés, et dans les camps des réfugiés à Tindouf et à côté. Mais ce qui est important au niveau des mécanismes, c'est qu'il dissocie les responsabilités de la MINURSO de cet axe. Alors, les deux mécanismes qu'il mentionne, c'est le Haut Commissariat des réfugiés et le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et ça, c'est très important parce que la MINURSO n'a pas cette compétence, justement. Et il mentionne justement ce débat aussi qui concerne les compétences et l'interprétation des parties concernant l'implication ou la non-implication de la MINURSO. Mais au moins, dans ce rapport, la paragraphe 60 jusqu'à 65, on trouve qu'il n'y a aucune mention à la MINURSO quand il aborde la question des droits de l'homme. Rachid Ben Lebah. Écoutez, dans son draft, dans cet avant-texte, le secrétaire général, il mentionne la question de cette double interprétation. En fait, on est devant deux parties qui ont deux interprétations différentes de la mission de la MINURSO. Mais il ne remet pas en cause la mission de la MINURSO et donc il n'est pas dans l'idée d'introduire un mécanisme de surveillance des droits de l'homme. Mais l'important, au moins, moi je préfère me consacrer à peut-être une demande de la part du secrétaire général, une demande concernant le Maroc. Je crois même si ce n'est pas contenu dans les recommandations, il va faire un appel aux autorités marocaines pour qu'ils permettent un accès plus facile aux différents acteurs dans les provinces du Sud, et pas seulement les acteurs de la société civile, mais aussi les autorités locales qui permettent aussi bien au personnel de la MINURSO que ceux qui viennent de l'extérieur de pouvoir avoir un contact direct et surtout, peut-être non pas le mécanisme de droits de l'homme, parce que dans le texte, on a l'impression qu'ils font confiance au CNDH. Et ça, je crois que c'est un élément extrêmement important. D'ailleurs, il est mentionné dans le rapport, le travail du Conseil national des droits de l'homme. Donc, on considère qu'il est un interlocuteur crédible. Et à partir, bien sûr, de cette instance, on va peut-être solliciter le Maroc pour qu'il permette une prévention au niveau du contrôle des lieux de détention. Donc, en termes de torture. Alors, il nous reste deux petits points à aborder. Je vous demanderai des réponses rapides pour qu'on puisse passer au deuxième sujet. Le premier, c'est sur l'absence de mention, contrairement au dernier rapport de Ban Ki-moon et de Christopher Ross, sur les ressources naturelles, l'exploitation des ressources naturelles dans la région, parce que c'est aussi une manière de dire que la gestion politique de cette question relève exclusivement de l'ONU et que donc les tentatives de créer des césures, notamment à partir de l'Union européenne, par le Polisario, est un échec. Naïm Kamel. Je commence toujours par la droite, je devrais commencer aussi par la gauche. Mais allez-y, je vous en prie. Alors, Rachid Ben Lebah. Non, mais disons, moi je serais relativement prudent sur ça. Pourquoi ? Parce que souvent, au moins depuis 2007, depuis la promulgation de la charte, de la déclaration des droits des peuples
autochtones, la question des ressources naturelles a été directement reliée aux droits des peuples autochtones. Et la mention des populations autochtones est assez particulière dans le rapport. Et en même temps, il y a l'idée de revenir aux assises de 2006-2007. Mais l'important, moi je dis qu'en termes de ressources naturelles, il faudrait peut-être aller doucement et ne pas considérer que cette mention, l'absence de cette mention, c'est un élément qu'on devrait oublier dans les négociations plus tard. Pourquoi ? Parce qu'on est relié, on est automatiquement relié à la Charte des Nations Unies et surtout aux deux pactes, le pacte international des droits économiques, sociaux et culturels et le pacte international des droits civils et politiques. Et dans ces deux pactes, le premier article, il relie automatiquement cette demande de ressources naturelles. Professeur Rzrazi, et ensuite la dernière question pour qu'on avance. Alors, tout simplement, je crois qu'il n'a pas mentionné ça, tout d'abord parce que ça synchronise avec les rapports que le Maroc a déposés auprès des Nations Unies au niveau des efforts faits par le Maroc au niveau de développement économique, et que c'est la communauté, c'est la population des provinces qui en profitent. Deux, juridiquement, avec la raison de droit international que Guéretz a l'habitude de gérer, il connaît très bien que les droits économiques ne sont pas des droits fondamentaux dans le droit international. Deux, juste pour cette idée des autochtones, ça, dans le rapport, chaque fois, le rapport, il mentionne, il renvoie à l'appellation de Polisario. Alors, il n'adopte pas... Il ne s'approprie pas ce langage. Pas à cette appellation, il reste prudent et neutre, je crois. Naïm Kamel, et j'en profite du coup pour vous donner aussi la dernière question, comme ça on renvoie le tour de table, Oui. sur le prochain envoyé spécial de l'ONU pour la région et le départ de Christopher Ross. Antonio Guterres, dans ce rapport, a officialisé donc la démission de l'ancien envoyé spécial. Il a officialisé la démission de Ross. On parle beaucoup de l'ancien président allemand, Horst Köhler. Et pour l'instant, nous, dans le CUID, on avait posé la question à Dujarric s'il pouvait, qui est porte-parole du secrétaire général de l'ONU, s'il pouvait nous confirmer cette nomination. Il n'a pas confirmé, il n'a pas non plus démenti. Donc on est dans la probabilité que ça puisse advenir. Maintenant, il paraît, semble-t-il, ça reste à vérifier, que l'Allemagne elle-même ne veut pas vraiment se mêler, s'engouffrer dans cette affaire parce qu'il veut rester à équidistance du Maroc et de l'Algérie. On verra ce qu'il adviendra. Ce que je sais, et là c'est sûr, c'est que la réaction de la presse algérienne proche du pouvoir, notamment l'Expression, qui est proche des généraux algériens, il a déjà commencé à dire qu'est-ce qu'il vient faire, celui-ci, dans ce dossier. C'est un économiste, c'est un financier, il a été patron de la Bird, c'est pas un diplomate chevronné, c'est pas Becker, c'est pas Ross, c'est pas Valsom, et là, ça donne déjà une tonalité de la position algérienne, de la même manière qu'ils ont déjà rappelé par presse interposée la position indéfectible de l'Algérie, du soutien du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Donc on est encore dans cette impasse. Mustapha Rzrazi, sur le successeur éventuel de Christopher Ross. Alors, personnellement, je ne connais pas qui est le prochain candidat, mais sûrement que le profil serait plus un profil politique, parce que dans cet état d'esprit de rapport, il nous interpelle que la prochaine agenda du nouveau secrétaire général aimerait pousser vers une solution politique et qui déconstruit toutes ces impasses, soit juridiques ou politiques ou humanitaires. Rachid Benlebah, le dernier mot sur ce sujet. Une petite mise au point, ça ne veut pas très dire rapide, la formation économique et financière de l'Allemand ne veut pas dire qu'il ne peut pas aborder ou cerner un dossier politique. Bien sûr. Rachid Benlebah, le dernier mot sur ce sujet. On est dans une supposition. C'est un nom qui circule.
Il faudra peut-être attendre qu'il soit nommé. Mais supposons que ce soit Horst Köhler. Il a une expérience impressionnante. Il a été chef d'État de l'État allemand, l'État fédéral, au moins 6 ans, parce qu'en 2010, il était obligé de démissionner parce qu'on considérait qu'il avait brisé le pacte de neutralité dont il est tenu comme chef d'État. Mais l'important, au moins en parlant d'un Allemand. Alors, les Allemands, ils ont une culture de négociation tout à fait différente des Américains. Alors, ça, c'est un élément important. Pour la partie marocaine, c'est au moins se mettre dans cette prédisposition de se retrouver devant un négociateur tout à fait différent parce que son pays, il a une culture de négociation qui est assez particulière. Et un deuxième élément qu'il ne faudra pas oublier, et c'est pour ça que peut-être ça sera un Allemand, l'Allemagne s'intéresse de plus en plus à l'Afrique. De plus en plus. Donc il y a un intérêt économique, il y a un intérêt géostratégique important. 3, il ne faut jamais oublier qu'en fait, le chef de l'État fédéral n'appartient pas, il n'a aucun pouvoir exécutif ni législatif, mais il a un pouvoir de médiation. Donc il est déjà habitué à la médiation entre ce qu'on appelle les Länder, donc les gouvernements des Länder, et le gouvernement fédéral, et entre les différents acteurs. Et un dernier élément, il faudra voir peut-être dans les prochaines élections en Allemagne si Angela Merkel, je crois qu'en tant que médiateur, Köhler va avoir un soutien très fort parce qu'il appartient à la sphère de la CDU et des libéraux. Si c'est Schulz qui arrive au pouvoir, peut-être qu'il va avoir des difficultés. Voilà. Merci Rachid Benlebach. C'était donc le mot de la fin sur ce sujet de l'avant-texte rapport du nouveau secrétaire général de l'ONU sur le Sahara. Il nous reste une dizaine de minutes pour évoquer le deuxième sujet. C'était dans l'actualité internationale cette semaine, le double attentat qui a visé 2 églises coptes ce dimanche en Égypte et qui a fait 45 morts. Alors la première question qu'on a envie de poser, cet attentat a été revendiqué par l'État islamique. Est-ce que cette communauté est devenue une cible pour Daesh? Et si oui, pourquoi? Professeur Zrazi? Oui, alors, les Coptes ont été toujours une cible par Daesh depuis quelques mois. Et 2013. Et juste même bien avant, si vous voulez, mais clairement, une déclaration qui cible les Coptes d'Égypte. Oui, en février, Daesh les avait menacés justement, et il y avait même, le 16 décembre 2016, il y avait des incidents dont des Coptes ont été victimes. Aujourd'hui, on est devant 2 incidents, mais qui ont une charge symbolique assez forte. C'était le dimanche des Rameaux, en effet. Oui, et qui affecte la paix sociale, si vous voulez, en Égypte, même si, il faut dire les choses comme ils sont. Il n'y a pas de paix sociale en Égypte. La crise, justement, la gestion de ce dossier, du dossier religieux, elle est très compliquée parce qu'il y a l'État égyptien, il y a le Azhar, il y a le Mufti, et puis il y a plusieurs groupes religieux qui sont très dynamiques dans la scène, dans le tissu social égyptien. Alors, la communauté copte, rappelons-le, c'est 10% des 92 millions d'Égyptiens, donc c'est à peu près 10 millions de personnes. C'est une minorité représentative, si vous voulez. Et à mon sens, l'État islamique, il joue ce jeu de détruire cette paix, justement, potentielle ou réelle dans les sociétés arabo-musulmanes. Et l'Égypte, bien sûr, avec son histoire, avec les groupes islamiques, elle était objet qui était mis en valeur dans l'idéologie, dans l'agenda de l'État islamique. De l'État islamique. Alors vous avez cité Al-Azhar, ils ont publié un communiqué le jour même de l'attentat, le 9 avril. Voici le communiqué d'Al-Azhar. L'objectif de cet attentat terroriste lâche est de déstabiliser la sécurité et la stabilité de notre Égypte et l'unité du peuple égyptien, ce qui exige de toutes les composantes de la société qu'elles restent soudées. Et puis une autre citation, avant qu'on continue le tour de table, c'est celle de Mortar Awad, qui est un chercheur affilié
affilié au programme sur l'extrémiste à l'université George Washington. Et c'était dans une tribune pour The Atlantic ce dimanche également. Cibler ainsi les chrétiens d'Égypte est une stratégie froide et calculée pour le groupe. L'État islamique espère que l'inflammation des conflits religieux en Égypte sera la première étape du démantèlement du pays. Naïm Kamel, est-ce que vous pensez aussi que cette attaque contre la communauté copte vise en dernier ressort la stabilité du régime égyptien? Quelque part, oui, mais je ne voudrais pas vous paraître conspirationniste, mais chaque fois que moi qu'il y a un attentat, qu'il y a une revendication, je suis circonspect. On connaît l'évolution de l'Al-Qaïda, on connaît l'évolution du Daesh, on sait qui les forme, on sait qui les finance, on sait qui est derrière depuis l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique en 1979. Alors tout ça est très enchevêtré, très compliqué à discerner. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un plan plus ou moins connu du démembrement du monde arabe en plusieurs petits États. L'Égypte étant l'un des grands pays du monde arabe en termes de démographie, de géographie, voire d'économie, il est possible qu'il soit visé. En même temps, c'est également l'image de l'islam qui a été ciblée d'intolérance, de violence, qui est colportée, on le voit, il suffit d'ouvrir les chaînes d'information en boucle pour qu'on le constate. Ce que je constate pour ma part, c'est que cet attentat a permis au maréchal Sissi, président de l'Égypte, de décréter l'état d'urgence pour 3 mois, qu'il va certainement reconduire de 3 mois en 3 mois, ce qui va ouvrir encore. Alors jusqu'à maintenant, cet état d'urgence ne s'appliquait qu'à la région du Sinaï, où il y a une confrontation directe avec des forces islamistes. Maintenant, il est sur tout le territoire. Il s'applique à toute l'Égypte, ce qui va permettre, ce qui va libérer les mains, qui sont déjà assez libres, aux forces, on les appelle comme on veut, de la police, de l'ordre, etc. Et là, moi, je me méfie un peu de ce genre de développement. Toujours est-il que, effectivement, l'Égypte est ciblée, son unité est ciblée, comme elle est ciblée celle de l'Algérie plus tard, comme elle a été ciblée celle de l'Irak, comme est ciblée aujourd'hui celle de la Syrie. On est dans ce processus, dans cette dynamique. Alors, Rachid Ben Lebbah, on évoquait la situation au Sinaï. C'était la zone de confrontation directe, très sensible, entre le pouvoir égyptien et les djihadistes. Est-ce que l'ouverture de la possibilité de ces attentats dans cette vallée du Nil, ces 2 villes qui ont été touchées ce dimanche, ça laisse supposer une capacité de nuisance de l'État islamique plus avancée sur le territoire égyptien? Il faudra peut-être aussi partir d'un contexte. On voit que en fait, l'organisation État islamique est acculée en Irak et en Syrie. Et donc certainement, elle doit ouvrir de nouveaux fronts. Oui, il y a des déplacements de combattants. Et en plus, il y a Saraya Sina, ou ce qu'on appelle le groupe État islamique du Sinaï. Donc, il y a certainement des mouvements de convergence. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les anciens de Libye, les anciens de l'organisation État islamique qui étaient en Libye. Et donc, il ne faut pas oublier la radicalisation d'une frange des frères musulmans. Donc, c'est des éléments de convergence qui permettent quelque part de voir ces possibilités d'intervention. Mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, il y a une relation avec un moment important dans la vie religieuse. C'est soit le Ramadan, c'est soit par exemple la période de Pâques, et on a vu qu'il y a eu des attentats un peu partout, autant en Égypte, autant en Suède, mais bon, en Suède c'est assez particulier, ou dernièrement en Allemagne. Mais l'important c'est de savoir qu'en fait, c'est le comportement paradoxal. Oui, justement. Oui, c'est l'attentat d'hier contre le bus. Il faut toujours attendre parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations. Mais l'important, c'est de dire qu'en fait, le comportement de l'organisation État islamique par rapport aux chrétiens est assez paradoxal. Pourquoi ? Parce que des fois, elle privilégie le dialogue avec eux. On l'a vu en Syrie plusieurs fois, quand on a libéré 200 otages chrétiennes sur la demande des autorités religieuses syriennes. Mais d'autres fois, il y a des actions contre des églises, des actions terroristes. Mais moi, je crois que quelque part, il y a tout un jeu en rapport avec le régime politique en Égypte. Après, avec quelle facilité il y a eu la mise en place de l'état d'urgence
qui va certainement créer certains problèmes au niveau de la vie sociale et politique en Égypte. Il nous reste 2 petites minutes. Professeur Al-Zalazi, on a cité 2 acteurs depuis tout à l'heure, l'État égyptien et puis les forces de l'État islamique ou les forces du djihadiste. Il y a un autre acteur qui vient d'être mentionné par Rachid Bellebar, ce sont les frères musulmans. Alors les Coptes d'Égypte se disent victimes d'une persécution accrue de la part des frères musulmans depuis qu'ils ont soutenu le départ de Morsi. Est-ce que vous pensez qu'il faut tenir compte aussi de cet acteur et que peut-être aujourd'hui l'État égyptien peut accuser également ces extrémistes ou ces islamistes d'encourager peut-être les persécutions contre les Coptes? Oui, si vous voulez, après l'arrivée de Sisi, du président Sisi, alors, et la répression des frères musulmans, il y a un groupe de frères musulmans qui se sont radicalisés, mais à mon sens, bien sûr, qui devraient être luttés en bras de fer, mais il faut faire attention dans la lutte contre l'État islamique. À mon sens, il faut quand même maintenir le dialogue et la réconciliation avec les groupes qui ne sont pas extrémistes. Et en même temps, il faut dissocier la guerre contre le terrorisme et contre les frères musulmans, parce que les frères musulmans, ils ont une empreinte beaucoup plus politique que djihadiste. Et là, c'est une responsabilité de l'État égyptien à gérer les médias et à gérer justement les élites et l'intelligentsia égyptienne. Pour ne pas faire dériver ce Malheureusement, j'ai suivi le discours du président Sisi qui était prudent et il a fait appel à la presse égyptienne de gérer cette affaire de manière plus sage. Mais juste après le discours, dans les télévisions égyptiennes, on trouve un discours qui confuse entre l'État islamique, entre les frères musulmans, entre l'Azhar, et ça peut justement affecter cette stabilité, cette cohabitation égyptienne. Merci beaucoup. Il nous reste quelques secondes. Il y a une décision très importante prise par le chef de l'État égyptien. C'est qu'au départ, comme l'avait dit Monsieur Al-Zalazi, c'est que bon, il y a une pluralisation des acteurs institutionnels. Il y a Al-Azhar, à l'intérieur de l'Azhar, il y a Al-Ifta, il y a bien sûr les instances sécuritaires. Mais l'important, il y a eu la prise de décision de mettre en place un conseil, Qawmi ou national de sécurité, dont le rôle est de fédérer justement tous ces acteurs institutionnels et non institutionnels et ceux de la société civile pour pouvoir combattre l'extrémisme et le terrorisme. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir éclairés sur ces 2 sujets. Merci infiniment. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV. Dans un instant, la soirée se poursuit avec la suite des programmes. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous avec toute l'équipe la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Bonne soirée à tous.